J'ai une grande question aujourd'hui. Macron est-il le président des riches ? C'est la question que se posent tous les éditorialistes en ce moment avec un sens du suspense incroyable. C'est vraiment, c'est pas. Bernard Arnault se la pose tous les matins, cette question, tandis qu'Emmanuel Macron, en peignoir, termine son massage avec finition. Alors, pour aller à la rencontre des riches, j'ai pris d'abord la direction du studio 621 de la Maison de la Radio, celui dans lequel évolue Nagui. Hein, c'est logique. Mais Laurence Bloch, notre directrice, nous a dit non, je préférerais pas qu'on sache qui touche le PIB du Luxembourg. Il y a des précaires qui se font traiter de choupi, faire du journalisme en même temps, et on comprend ça, Laurence, il n'y a pas de problème, on voudrait surtout pas que ça se sache. Donc, je suis allé chercher, pendant que Charline se cache elle-même, je suis allé chercher les riches ailleurs. Je suis allé au marché d'Iéna ce matin. Adieu, c'était la dernière émission. Le marché d'Iéna, qui est certainement le marché le plus hype de Paris, où le cours de l'aubergine est indexé sur les Louboutin. Et j'ai donc rencontré plein de gens jusqu'alors assujettis à l'ISF. D'abord un premier monsieur. Bon, moi je viens de loin, hein. Vous venez d'où ? Du 2e arrondissement. Ah merde, attendez, un migrant, attendez, ça commence mal. C'est un migrant, c'est bien ma veine. Il venait du ghetto du 2e arrondissement de Paris, où on trouve la rue de Richelieu, la rue de la Paix, la Bourse de Paris, enfin la zone quoi. Tu te balades le soir, tu te fais agresser à coups de sicave. Alors la suppression de l'ISF, il est pour et il explique. C'est un chiffon noir ou rouge qu'on agite devant tout le monde. L'argent qui est récolté par l'ISF d'une manière ou d'une autre n'est pas une somme formidable. 4 milliards, c'est pas énorme. Eh ben non, on n'est pas à 4 milliards près. C'est ce que je disais au SDF en bas de chez moi ce matin. Qu'est-ce que tu te fais chier à faire la manche pour gagner quoi ? 4 milliards, tu seras bien avancé après mon gars. Allez, va te laver, on dirait Michel Houellebecq. Alors 4 milliards, c'est rien. Et on se demande même pourquoi les riches tiennent autant à les garder d'ailleurs, puisque c'est rien. Et pour aller plus loin, posons-nous la question, quel impact ça va avoir cette suppression de l'ISF ? Je pense que dans les mois qui viennent, les banques vont stimuler leurs clients. Je pense que le fisc va stimuler les clients. Je pense que Macron et Philippe vont aussi stimuler les gens. Il va y avoir une grande stimulation. Oh, je pense. Oh, je pense que ça va stimuler sec, mon pote. Moi, je suis moi-même tout stimulé. Il a oublié Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, qui va stimuler aussi. C'est une sorte de sextoy du gouvernement, Gérald. Il stimule énormément. Tant mieux, parce que les riches s'en prennent plein la tronche quand même, d'un autre côté. J'ai posé la question à une dame, est-ce que les riches sont trop taxés en France ? Oui. Ah oui ? Moi, j'estime que, j'en fais presque partie, parce que je paye sans doute parmi les tranches les plus élevées d'impôts. Et c'est vrai que c'est un peu décourageant. Mais est-ce que c'est pas gratifiant justement de participer à l'hôpital public, les routes, l'enseignement ? C'est même plus tellement que je paye d'impôts. Ah bah voilà. Oui. Et bah donc, est-ce que ça vous satisfait pas ? Ah oui. Ah bah voilà, c'est formidable. Moi je suis là aussi pour redonner du bonheur aux riches. Youpi chouette, on paye les impôts les richoux. Moi je leur veux du bien et je veux même, j'ai allé plus loin, qu'on aime enfin les riches dans ce pays. Comment on pourrait faire pour qu'on aime plus les riches ? On aurait peut-être plus de pédagogie. Oui. Expliquer aux gens que malgré tout les riches, c'est pas non plus les gens à honnir. Est-ce que d'après vous en France il y a une sorte de racisme anti-riche ? Je pense que c'est vrai. Comment on pourrait faire pour faire évoluer les mentalités ? Ça, je ne sais pas trop. Il faut détruire cette idée-là. Il faut expliquer que des riches, il y en a des biens. Bah évidemment. Ah bah non, mais attendez, c'est pas si évident que ça. Moi, j'en connais qui voudraient les voir disparaître, alors que c'est une minorité en France. Et moi, je défends toujours les minorités ici, les ours des Pyrénées et les riches, qui ont d'ailleurs un point commun. Ils se font tirer tous les deux, les uns au fusil de chasse, les autres à la clinique du docteur de la Joux. Je les défends, mais on est obligé quand même de se poser la question, est-ce que c'est pas un peu indécent de défoncer l'ISF et de faire baisser en même temps les APL ? Tout le monde doit faire des efforts, non ? Oui, après tout, il n'y a pas de raison que les pauvres fassent pas d'efforts. Oui, moi, riche, pauvre, je crois que c'est pas une bonne solution d'opposer les gens. Il y a des gens qui se laissent plutôt aller, profitent de certaines facilités, de certaines aides. Réconcilions les pauvres et les riches. Ne plus dire les pauvres et les riches, parce que ça fait de la bagarre. Oui, pardon, je veux pas de la bagarre. Non, c'est mes anciens réflexes. Disons les gens, voilà. Il faut de tout pour faire un monde, voilà. Et puis, si on supprime la pauvreté, ça supprime aussi le concert des enfoirés et la seule actualité de Patrick Fiori dans l'année. Et ça rajoute encore, je dirais, de la précarité. Faut penser à tout ça. Alors, concluons en retournant voir notre premier intervenant migrant et faisons quand même un point sur les bénéfices de la disparition de l'ISF. Bon, si on le réduit et si on a l'espoir que les gens, dans une espèce de moment dynamique, ouvrent leur portefeuille d'actions, de PEA, de machin à des entreprises, je suis d'accord. Vous pensez que ça va avoir cet effet-là ?
J'en sais rien parce que moi je le ferai pas. Non, bah voilà, parce qu'au final, on s'en fout. Les riches, ils en ont rien à carrer. L'argent économisé, ils vont le réinvestir dans les placements financiers qui ne sont plus assujettis à l'ISF, ou comme ils l'ont fait en 2017 à l'élection de Macron, du coup, mais en 2022. Moi, je vais vous parler transport aujourd'hui. Oui, parce qu'à Paris, c'est peu de le dire, parce qu'à Paris, on est à deux doigts d'une guerre civile entre pro-Vélib et pro-Fiat Punto. La Catalogne à côté, c'est Disneyland. Alors moi, vous me connaissez, hein, vous connaissez mon objectivité, qui n'a d'égal que la faculté de Clara à trouver des liens astucieux entre ses chroniques et l'actu. Je suis donc allé ce matin au Salon des véhicules de loisirs qui avait lieu au Bourget pour tenter d'apaiser les tensions. Alors, il y avait tout type de véhicules, dont par exemple des véhicules assez imposants, mais qui possèdent tout de même un avantage. Madame peut le conduire tranquillement, chose que ma femme fait. Même les femmes peuvent conduire. Oh, oui. Si vous êtes malade en cours de route, c'est impeccable. Bah voilà, c'est vrai, on se disait à quoi sert la femme à côté du mec qui conduit le véhicule. Et ben voilà, s'il tombe malade, on est quand même bien content de la trouver, cette dame. Ça, on conseille, si vous avez des problèmes de santé, munissez-vous d'une femme. Très utile la femme, pourquoi d'autre? Vous se garez en marche arrière, les caméras de recul c'est une chose, mais le mieux c'est madame. Ça peut servir aussi à ça, une femme du coup. Vous la faites descendre et hop, elle vous gare. Voilà, elle sert à faire la dîne, à dormir, à faire tout. Et elle fait à manger et tout, quoi. Alors. Ah bah oui. Ah bah c'est vrai que je suis con. Parce que si elle faisait juste caméra de recul et remplaçante en cas de maladie, c'est pas très intéressant. Hein, la femme, l'intérêt, c'est de l'optimiser. De la pimper, hein, comme on dit d'ailleurs en tuning, de pas la laisser avec ses fonctions de base. Alors, j'ai pas continué avec lui parce que je sens que ça crispe quand même tout le monde autour de la table. Sauf Alex, hein, qui a toujours pas compris où était le problème dans les déclarations du monsieur. Alors ceci dit, on sait que le français est de naturel un peu crispé, surtout au volant. Moi je suis pas très nerveux, mais je vois les imperfections des conducteurs. Ah c'est vrai? Exactement. Et vous, est-ce que vous avez des imperfections de conduite? Moi pas trop. Non, pas vous, non. Non. Mais les autres, oui. Des fois, on peut avoir un excès de vitesse, mais ça, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Un excès de vitesse, c'est pas une imperfection au volant. Hein. Puis si tu finis tétraplégique, c'est de l'art contemporain. Non, ça n'a rien à voir du tout. Le problème, ce sont les gens qui conduisent mal. Et à Paris, il y en a. Oui, j'en ai vu ici, je veux dire, sur le périph', bonjour. Hein. Oui, mais de toute façon, le problème, c'est toujours les autres. Mais le problème, c'est qu'on a inventé de la circulation. Eh oui, c'est ça. Ah, déjà. On n'aurait pas dû inventer de circulation. Voilà. Et oui, ça réglerait tous les problèmes. S'il n'y avait pas de circulation, il y aurait moins d'accidents de la route. Ça, on n'y pense pas. Hein. On n'y pense pas. C'est les petits détails, mais qui font la différence au final, je dirais. Alors, il y a des choses à faire contre les gens qui conduisent mal, quand même. Exemple. J'ai un véhicule qui est assez puissant et il s'en souvient. Ah, c'est-à-dire? Alors là, donc je le double. Et puis si au passage il me fait un signe comme ceux qu'on peut savoir, alors là, le gars je le coince contre la barrière. Hein. Voilà, ça c'est une bonne solution, hein, on coince les gens contre la barrière. Ça on devrait l'apprendre d'ailleurs au permis de conduire, hein, au code. En marche normale, je coince le type contre la barrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je lui crache à la gueule. Réponse C. Merde, j'avais pas ouvert la vitre. Réponse D. Bonne idée, voilà, bonne idée. Alors après, il y a aussi, toujours efficace au volant, la bonne vieille insulte. PD. Non, mais c'est vrai, quoi. Quand on nous coupe la route, moi j'ai une remorque, je fais 13 mètres 50. Je sais que quand j'en ai un qui vient me doubler et puis pour freiner aussitôt. Là, vous le traitez de PD. Ah là c'est un gros PD. Un gros PD, voilà, gros PD. Alors ça, c'est le classique, hein, c'est le hit de l'insulte au volant. Gros succès à la manif pour tous. Il y a aussi, je tiens quand même à le préciser pour être honnête, des insultes plus classes. Sapajou. 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 Sapajou, c'est violent quand même. Hein. Et je sais que ça marque les esprits. Ah bah tu m'étonnes, il y a un mec qui traite de sapajou en bagnole, t'as l'impression d'entendre Macron qui est à côté. Enfin le Macron d'avant, hein, parce que le Macron dans ce moment il se lâche. S'il continue la semaine prochaine, il dit à tous les chômeurs d'aller niquer leur race au Pôle emploi. Il est chaud patate le Juppie. Alors ce monsieur, lui, par contre, vous l'avez entendu, sapajou, il est classe. Sauf quand même quand je lui ai demandé ce qu'il pensait d'Anne Hidalgo. Salope. C'est salaud. Ah ouais, à ce point-là? Oui, c'est une connasse, c'est pas ce qu'elle fait. Elle embouteille les rues de Paris et en fin de compte... Là, on n'est plus dans le sapajou, là. Hein. Non, ça c'est dans elle est pas bien. Elle est pas bien, voilà, gros, là, évidemment, hein, pour une fois qu'une politique tient tête au lobby de la bagnole, ça coince, on n'a pas l'habitude. Allez, concluons avec un petit panel de ce qu'on peut trouver sur la route en France. Il y a vraiment des connards, hein. Ah bon? Ah oui. Les piétons, les cyclistes, les motos, les voitures. Il y a des connards partout. Partout. S'ils devaient défiler, il resterait plus grand monde pour les regarder passer. Voilà, une grande internationale des connards. À noter qu'un connard en 4x4 diesel fera toujours moins de mal qu'un connard piéton.
Sois le changement que tu veux pour le monde, disait Gandhi. C'est comme ça qu'on sait que Castaner rêve d'un monde où tout le monde se frotte sur la jambe de son patron en bavant très très fort. Que Alex rêve d'un monde fait de brèves, hein, une caractéristique qu'on retrouve, paraît-il, dans sa vie sexuelle. Hippolyte rêve d'un monde où on pigerait rien du tout à ce qu'on dit. Hein, c'est son point commun avec Jean Lassalle, etc., etc. Et un ingénieur de la finance, à quoi ça rêve? Tout le monde se pose la question. Enfin, moi oui, ça m'arrange. Et ben, je suis allé ce matin à un congrès pour en rencontrer. On commence avec un jeune ingénieur. Quelles sont les motivations pour travailler dans la finance? Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément l'argent, c'est aussi un monde qui est en plein essor. Et ça permet aussi de suivre l'actualité. Donc c'est cet aspect-là que j'aime, l'aspect mouvementé, pas de récurrence dans ce qu'on fait, c'est toujours différent. Et l'argent aussi un peu ou pas? Un peu. Voilà, un petit peu beaucoup. Si on veut être honnête quand même, c'est vrai que bénévole au SAMU social, c'est vachement moins bien payé, faut reconnaître. On suit pas l'actu, on suit pas bien l'actu. Mais on suit, il y a un problème d'actu. C'est vrai que non, mais c'est vrai que bénévole, c'est à peu près au niveau de stagiaire à France Inter sur la grille des salaires, c'est pas énorme. Mais attention, alors je suis pas là pour jeter l'opprobre sur les traders. Ça, les jeunes ingénieurs sont bien d'accord avec moi. Par exemple, les traders, ils sont souvent mal vus, mais il faut savoir qu'ils créent beaucoup de liquidités dans le monde. Ils liquident beaucoup de gens, vous voulez dire? Non, de la liquidité, c'est-à-dire que ils facilitent les interactions, ils facilitent les échanges. Pardon, oui, j'avais pas bien pigé. C'est vrai que j'en parlais aux Grecs, qui m'ont dit qu'effectivement, ça avait bien facilité leurs échanges, les traders, puisque maintenant ils font du troc, donc il y a vraiment plus d'échanges, c'est plus sympa. Alors, il y avait des jeunes donc qui cherchaient un emploi, et il y avait aussi des employeurs. Par exemple, il y avait Sopra Banking, qui avait une bien belle affiche pour attirer les jeunes à base d'enfants qui jouent. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent? Comme c'est écrit sur notre belle affiche, des chefs de projet, des business analystes, après des stagiaires, ingénieurs. Alors ce qui est écrit sur l'affiche, c'est surtout que quand j'étais petit, je rêvais d'être un grand chef indien avec sa tribu et de construire des tipis. Et aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, le but, c'est que les gens viennent chez nous, qu'on puisse les faire grandir et qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Mais on peut pas du tout construire des tipis et être chef indien, Sopra Banking, si. On peut apporter de la nouveauté, on sait jamais. Ouh là 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 là, ça m'a l'air d'être des foufous à Sopra Banking. Ça sent les déglingos, hein. C'est pas les derniers pour les balles masqués. Avec renard futé, trader décomplexé. On doit bien rigoler. Alors j'ai été voir un salarié directement de Sopra Banking. Quel est son boulot à ce chef indien? On va voir les gens, on leur dit, écoutez, vous voyez votre banque actuellement, il faudrait la changer, il faudrait faire ça. Moi j'ai l'impression que vous étiez les cow-boys plutôt. Ah non, les cow-boys c'est les banques. Nous on est les Indiens qui venons leur donner à manger et venons leur donner des choses, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Mais d'où les Indiens ils donnaient à manger aux cow-boys? Je veux pas parler là-dessus. Non, c'est mieux parce que là on n'est pas bien barré dans cette métaphore, j'ai l'impression, à base de Far West. Ils ont bien fumé le calumet de la paix chez Sopra Banking. Mais ceci dit, l'idée du rêve de gosse est intéressante. Pourquoi ce métier d'ingénieur dans la finance fait rêver? Le côté finance, c'est une passion. La finance, c'est une passion, vraiment? Oui, c'est ça tout à fait. Par exemple, quand j'étais adolescent, j'aimais bien les jeux de société ou les jeux de cartes. Par exemple, au tarot, celui qui prend, s'il arrive à bien manager son jeu, il va marquer des points. Alors, le truc, c'est que quand on perd au tarot, ça n'a pas forcément de conséquences pour les autres. Pour moi, c'est juste un métier comme un autre. Voilà, non, en fait, non. Parce que, voilà, non, ça n'a rien à voir. Parce que les conséquences de la finance, c'est des gens qui vont se faire virer de leur boîte. Alors que quand tu te fais couper ton roi de trèfle par un 8 d'atout, mais c'est quand même vachement plus rare que tu ruines une famille. Même si t'es très influent dans le milieu du tarot, ça n'a rien à voir. Mais loin de moi l'idée de vouloir ternir l'image des ingénieurs dans la finance, ni de la bourse, évidemment. La bourse, c'est un thermomètre. La bourse n'est pas responsable. Et alors le problème, c'est que le thermomètre, souvent, on le met où? Un jour, il y a peut-être des pratiques médicales très modernes. Peut-être c'est un résidu qui manque de modernité, peut-être. Ouais, bon, je vais pas non plus filer la métaphore sur le rectum et la bourse. Il y a les enfants qui rentrent de l'école, qui nous écoutent dans la voiture des parents. Et surtout, les enfants rêvent de devenir ingénieurs dans la finance, je vous le rappelle. Alors faisons-les rêver. C'est peut-être un peu comme des clichés, finalement. On a l'impression que souvent, les gens font de l'argent pour de l'argent sans se soucier des conséquences. Ouais. Ça, c'est un cliché, quoi? Je pense, ouais. C'est un monde accueillant, ouvert, les gens font le bien. Et... Dans la finance? Oui, tout à fait. Et ben voilà, ça on savait pas, les gens font le bien dans la finance, d'accord? Donc dormez sur vos deux oreilles, bonne nuit les petits, même si, comme disait Paul Valéry, le meilleur moyen de vivre ses rêves, c'est de se réveiller.
Moi, je vais vous parler de la chasse aux chômeurs qui est officiellement ouverte depuis quelques jours, qu'on appelle plus communément la traque à la feignasse. Alors la feignasse, c'est un gibier d'eau, voilà, d'eau avec du Ricard dedans quand même bien sûr. Ça se pêche également la feignasse, ça s'appâte avec un petit bout de pizza surgelé, un DVD de Joséphine Ange Gardien et un ticket de tac au tac. La feignasse est très friande de ça. C'est très réglementé évidemment, il y a des réserves, le Nord-Pas-de-Calais par exemple, très grande, le Hauts-de-France pardon, très grande réserve de feignasse, où les grands groupes délocalisent régulièrement pour les préserver. Le garde champêtre Pierre Gattaz supervise tout ça de main de maître. Alors moi aussi j'ai voulu tenter d'aller débusquer de la feignasse ce matin dans les rues de Paris et je vais vous dire j'ai trouvé des pistes. Écoutez, moi je peux vous dire que je connais des gens, une jeune fille qui travaille 6 mois, elle se met au chômage et elle fait le tour du monde après. Elle travaille dans quoi? Je ne sais pas trop. Mais elle... C'est pour faire le tour du monde, il faut avoir de l'argent quand même. Eh ben oui, mais comme elle est au chômage. Ah oui, mais le chômage ça dépend d'où on a travaillé avant. Bah écoutez, je sais pas trop, mais ça fait plusieurs années qu'elle fait ça. Elle a fait combien de fois le tour du monde? Plusieurs. Ah, ça c'est de la belle feignasse quand même, j'ai l'impression. Entre deux boulots au flunch, la feignasse se prend pour Magellan. C'est bien connu de la feignasse, c'est typique ça. Alors c'est celle que Pierre Gattaz propose de contrôler quotidiennement pour savoir si c'est de la feignasse de qualité. Alors évidemment, en chassant la feignasse, inévitablement, on tombe toujours sur la Ligue de protection de la feignasse. Non, je suis pas du tout d'accord avec Pierre Gattaz. Et tous les chômeurs ne sont pas des feignants non plus. Moi, j'ai mon épouse qui est au chômage et qui cherche du travail. Est-ce que vous surveillez bien qu'elle cherche du travail? Oui, elle en cherche vraiment en plus. Parce que je fais gaffe quand même maintenant. Beaucoup de gens quand même, il y a une vingtaine de 20-30% qui cherchent vraiment du travail. 20-30% de chômeurs? Oui, de chômeurs qui cherchent du travail pour de vrai. Ah oui, ben ça fait quand même 80-70% qui en cherchent pas du coup. Ah ben, il y en a pas mal qui en cherchent pas. Mais bon, ça... alors attendez, parce que là vous venez de dire l'inverse de ce que vous avez dit au début. Non, je dis pas l'inverse. Non mais si, t'as dit l'inverse, mais c'est très bien. Tous des feignasses, sauf ta femme. Ça nous va. C'est même la devise, le code d'honneur de la chasse à la feignasse. Pas la famille, pas les habits, pas les actionnaires. Ça dans la traque à la feignasse, on est très à cheval là-dessus. Alors attention, il arrive que la feignasse se rebiffe, d'où l'intérêt des contrôles. Il y a des gens qu'il faut contrôler, mais faut contrôler les bonnes personnes. Ah oui, mais comment on peut savoir si c'est les bonnes personnes avant de les avoir contrôlées? Ah si, parce que c'est les lois qui sont faites à l'envers. Voilà, il faut refaire les lois dans l'autre sens. Il faut contrôler en fait les fraudeurs. On s'emmerde pas à contrôler les autres, sinon on perd du temps. Alors bon, moi quand j'aime bien tomber sur des gens comme ça, parce que ça fait avancer, je trouve, le débat. Ça fait évoluer l'art de la chasse à la feignasse. J'ai continué avec lui. Comment bien traquer la feignasse? Faites-les venir à 5h du matin dans tous les villages, à Paris, à Lyon et tout. Faites-les balayer les rues, et puis vous verrez qu'il y aura moins de chômeurs. Il faut les faire balayer les rues, vous pensez? Oui, balayer les rues. C'est assez sale, comme à Paris. Ah oui, du coup, ils seront plus au chômage, ça s'appelle un travail. Ah oui. Ah oui, voilà, oui, par contre, ouais, du coup, si on leur trouvait du boulot, ils seraient plus chômeurs. Donc ça marche plus, la chasse à la feignasse, là, non, on s'est foutu dans la merde tout seul. Mais bon, de toute façon, la feignasse ne veut pas ça, la feignasse est fourbe. J'en ai parlé avec un autre chasseur. Il y a des gens, effectivement, qui font des calculs, qui veulent vivre de l'argent public, voilà. Alors le chômage, c'est pas l'argent public, c'est les gens qui ont cotisé, en fait. Oui, mais on les paye trop longtemps à la maison. Voilà, on va pas parler cotisation, droit social, ça donne mal à la tête. Quand on va à la chasse à la feignasse, c'est pas pour se compliquer la vie avec des chiffres. On paye trop les gens à la maison et puis c'est tout. Puis si t'es pas content, je t'envoie Christophe Castaner dans tes cauchemars pour parler comme ça. Allez, réveille-toi. Allez, sinon je te fouette avec un formulaire acédique. Ça fait flipper, tu vois, Pablo qui flippe. Allez, d'ailleurs, en attendant, concluons avec un autre chasseur. On leur donne tellement d'aide qu'ils préfèrent rester à la maison. Ah voilà, on y vient. Ils vont toucher 1000 €. Ils vont pas se lever à 5h du matin pour toucher 200 € de plus. Et est-ce que la solution, c'est pas d'augmenter le salaire? Comme ça, ils auront une motivation supplémentaire. Mais il faut aussi aider les patrons aussi pour qu'ils puissent aussi embaucher. Il y a eu 40 milliards d'euros là pour le CICE. 40 milliards, on voudrait bien les voir, les 40 milliards. Dans quelle poche ils sont, les 40 milliards? Ils sont dans la poche du MEDEF, mon petit pote, vu qu'ils avaient promis d'embaucher, puis en fait, non. Mais tant mieux, ça nous promet encore de belles parties de chasse à la feignasse. Merci au gouvernement qui, tous les jours, fait honneur à notre devise séculaire, chasse, pêche, raclure et tradition. Je voulais me faire un petit cinoche hier soir, tout simplement. J'ai longtemps hésité entre le dernier Michel Fourniret et le dernier Marc Dutroux. Je me suis dit, je suis con. Hier, la rétrospective Polanski à la Cinémathèque française. C'est vrai que quitte à voir un film de pédophile, autant que ce soit fait par un professionnel, quand même un minimum. Ça tombe bien, en ce moment, à la Cinémathèque, je vous jure que c'est vrai, il y a aussi une expo Astérix. Oui. Les enfants sont gâtés, vraiment. Alors, j'y suis allé, il y avait beaucoup de monde, on l'a dit tout à l'heure, des manifestantes féministes, aigries, incapables de faire la différence entre un bon 16/9 et un petit 69. Le tout sous le regard de fans de Polanski exaspérés. En ce moment, c'est un
petit peu la mode, quoi. Qu'est-ce qu'est la mode? De parler de sexual harassment et des trucs comme ça, quoi. La question c'est ça, est-ce que c'était le bon timing pour inviter Polanski, surtout en ce moment que la parole des femmes se libère, etc. C'est pas une question de timing. La Cinémathèque invite pas un obsédé sexuel ou quoi que ce soit, elle invite un cinéaste qui est là pour parler de cinéma, pas de son cul ou de sa bite ou de je sais pas quoi. On peut parler aussi cinéma, quoi. Mais parlons cinéma, enfin, merde. Mais c'est vrai, ça m'énerve. C'est pareil, à chaque fois qu'on parle de Guy Georges dans une émission, on parle que de ses crimes. Mais le mec fait une super polenta, on n'en parle absolument jamais. Je suis désolé, je crois qu'il faut pas céder, c'est important, au phénomène de mode. Cet homme a raison. Puis je vais vous dire, toute cette affaire Polanski, c'est un putain de complot. Et ça, c'est un autre spectateur qui me l'a dit. La justice américaine, si elle persécute encore Roman Polanski, tous les documents sont là pour prouver que la justice américaine dans cette affaire est profondément corrompue. Et ah bon? Oui. Vous pensez que Polanski est persécuté? Je vous invite à étudier la description de cette affaire qu'on retrouve dans la presse et dans les médias ne correspond en rien à ce qui s'est véritablement passé. Est-ce qu'il y a eu viol ou pas? C'est ça la question? Ah non. Là, si le viol a eu lieu, ça aurait été jugé à l'époque. Le juge a considéré... Ah mais il s'est enfui. Voilà, c'est ça le mystère de l'affaire. Eh ben voilà, oui mais c'est un cinéaste le gars, donc il a le sens du suspense, il a le sens du mystère. Ah, il y a qu'à voir ses films, c'est son métier. Si ça avait été Fabien Ottoniente, on l'aurait retrouvé fastoche, il serait dans un camping en slip avec un Ricard à la main. Mais là c'est mystérieux, c'est Polanski les mecs, d'accord? Vous le connaissez Polanski? Parce que ce monsieur il connaît bien. Écoutez, je connais le bonhomme depuis plus de 35 ans à peu près. Ouais. Il est mari fidèle. Il est père de ses enfants. Il n'a pas commis, je crois, un seul parking illégal. Il a aucun PV. Je ne crois pas qu'il ait un PV. Oui, ça reste une chose. Je vous dis bien. Nous sommes face à un lynchage. Putain, on est en train de buter Jésus une seconde fois, je vous le dis, moi, c'est du sérieux. Dans 2000 ans, il y aura peut-être Roman Polanski sur une croix dans les églises. Il y a des enfants de cœur qui vont se prosterner devant lui, je vous le dis, on sera extrêmement gênés. Hein, c'est grave, je vous jure que c'est grave, et ce monsieur aussi vous jure. Je vous jure, je n'invente rien. Tout ceci a été écrit, confirmé. Il y a des documents aujourd'hui. Est-ce que vous le jurez sur la tête de Roman Polanski? Non, sur la tête de ma femme qui est là, si vous voulez. Elle est d'accord, Ah non, sur la tête de votre femme. Elle n'a pas consenti, vous voyez? Vous avez un problème avec le consentement, les fans de Polanski. Aucun. Non, je ne plaisantais pas avec ça. Non, on n'est pas là pour déconner, mais il a quand même juré sur la tête de sa femme, qui avait rien demandé du tout. Hein, et on n'a pas de nouvelles de sa femme depuis d'ailleurs. On espère qu'elle a une bonne convention obsèque. Alors ce monsieur, il connaissait bien, mais on peut trouver encore plus proche de Polanski. J'ai rencontré hier soir un technicien qui a carrément bossé sur le film avec lui. Moi, je viens voir un film que j'ai fait et que je veux saluer cet homme qui est un... il y a des humains plus ou moins vibratoires qui ont des ondes, pas des ondes, des capacités intellectuelles qui ressortent par l'onde, par le corps. Il a ça. Il nous a emmenés 50 bonhommes français de 50 piges, il en a 83. Il nous a emmenés, on n'arrivait plus à se quitter. Mais est-ce que le talent justifie tout? C'est ça la question. Cette époque-là, il n'est pas dans ce talent-là. Donc il fait autre chose, il est comme un bonhomme en 70 qui nique avec, j'espère, un gros bédo pour lui pour que ce soit plus sensitif. Ah bah on espère qu'il a pris son pied, parce que sinon à quoi ça sert de violer des gosses si en plus c'est pour s'emmerder. Alors puisqu'on parle de rouler des bédos, je crois que mon nouvel ami technicien il connaissait bien le sujet, parce que évidemment j'ai continué de discuter avec lui sur le viol. Arrêtez, on arrête les gars, on est des animaux, ils nous ont mis un schéma, ils nous ont mis un schéma depuis longtemps, ils nous ont brûlé les sorcières. Allez, ils sont grands, je t'appelle ça Babylone, je te le fais comme ça, système. Ah ouais? On n'est que des animaux, ils nous ont filtré tellement fort. Ah bah là, ils ont filtré carrément trop fort à mon avis, hein, parce qu'il y a un problème il y a un problème de filtre, hein, il fallait en mettre au moins 4 ou 5 là. C'était donc de la toute bonne, hein, comme dirait. Allez. Même le dealer de Manoukian, il est scotché, à mon avis, s'il écoute ça. Allez, concluons avec notre nouvel ami. Pourquoi ils ont brûlé les sorcières? Pourquoi ils nous ont enlevé les capacités qu'on avait de pouvoir exprimer toutes nos capacités? Ils nous les ont réduits à 10%. Pour tenir le jeu, c'est le rire qu'on n'a pas le droit de rire. Voilà, alors c'est le rire qu'on n'a pas le droit de rire. Alors je rappelle quand même à Polanski et à ses amis que dans un crime, la drogue est une circonstance aggravante, hein, pas atténuante. Et je conseille à celles et ceux qui continuent à faire comme si de rien n'était, de continuer d'aller au bal des faux culs s'ils veulent, mais de laisser tranquille les vrais culs des enfants.